Merci beaucoup à tous. C'est un grand plaisir de nous retrouver pour le compte de cette grande émission Débat pour la Nation, Perfect Télévision. Aujourd'hui, je reçois spécialement pour vous un des fils de notre héros national, Monsieur Étienne Kabila, que vous adulez et que vous admirez tant en République démocratique du Congo. Moi, personnellement, je l'ai suivi une fois dans une des chaînes sœurs des Perfect Télévision, Congo Buzz, avec le président du CESA, Christian Bossembe, que je salue. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique. C'est vrai que ça reste dominé par Salomon Escadela, son arrestation. On nous informe qu'il est déjà transféré au niveau de l'auditorat militaire. Nous allons parler également du bilan de l'Union sacrée, parce qu'à 6 mois des élections, on doit essayer également de parler chaque jour de ces bilans du président de la République, la loi Tiani. Nous allons revenir sur ça, mais également aujourd'hui, dans les comptes du bilan, le président a lancé une usine de montage, de fabrication de bus, de Mercedes. C'est vrai que c'est une firme, c'est pour un privé, Arish Jactani, le propriétaire de l'hôpital HJ. Nous allons placer également un mot quand nous allons parler de l'affaire du dossier Salomon Escadela. Nous allons prendre les menaces et arrestations des opposants. Mike Mukeba est également en prison, des journalistes également traqués, lui France en clandestinité, Patrick Local également en clandestinité. Et enfin, nous allons chuter par les élections. Comme je disais, Étienne Kabila, c'est parmi les fondateurs de ces partis politiques, Union des nationalistes pour les renouveaux. Avec lui, un parti membre, bien sûr, de l'Union sacrée. Nous allons acheminer tout au long de cette émission. Relais YouTube Peter Sieni RDC. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. J'étais un peu souffrant toute cette semaine, j'étais un peu absent également, mais je reviens avec force, avec beaucoup plus de matière, sous l'accompagnement d'Étienne Kabila que j'accueille pour la toute première fois dans cette chaîne, je pense. Oui, Comment vous allez, Étienne Kabila? plus ou moins bien. Plus ou moins bien, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ma santé est bonne, Ouais. mais le pays va très mal. Oh, Oui. vous êtes de l'Union sacrée, mais vous dites que le pays va très mal. Mais bon, vous résidez plus en Afrique du Sud, c'est vrai, non? Non, j'ai quitté l'Afrique du Sud depuis que le président Félix avait mis fin à l'alliance Cash-FCC. Ah, d'accord. Alors je m'étais décidé de rentrer au pays, apporter ne fût-ce que ma pierre de contribution pour la construction d'un autre édifice de la République du Congo. Ah, d'accord. Donc, malheureusement que le pays va mal. J'ai constaté que 2 ans après, le pays continue à aller très mal. 10 ans après la rupture de la coalition FCC-Cash. Effectivement. Alors, Effectivement. Étienne Kabila, il y avait des bruits qui faisaient état que vous étiez très proche de l'UDPS, si pas même vous étiez dans l'UDPS. Est-ce vrai que dans votre parcours politique, un moment, vous étiez à l'UDPS comme membre? Non, je n'ai jamais été membre de l'UDPS. Ah, d'accord. Cela veut dire que, après l'assassinat de mon père, j'avais dénoncé les origines de Joseph Hippolyte Kalambé, que vous aimeriez appeler Joseph Kabila. J'avais dénoncé ses origines. Et puis, après que les médias en aient fait écho, j'ai connu la chasse à l'homme. J'étais traqué et j'étais obligé de quitter les pays clandestinement jusqu'à gagner l'Afrique du Sud. Donc l'exil forcé. Arrivé en Afrique du Sud, je continue avec mon combat. C'est-à-dire que je m'étais joint aussi à la lutte de l'UDPS. Ah, d'accord, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc Mais vous je n'ai n'étiez jamais pas été membre de l'UDPS. l'UDPS. Non. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Étienne Kabila. Nous allons passer très vite. C'est vrai que nous allons revenir sur pas mal de choses, des questions qui taraudent également l'esprit de plus d'un dans l'opinion. Mais on prend ce qui s'est passé cette semaine. La fondation Kabila de votre feu père a été saccagée. Il y a eu des bandits. On a vu la réaction de celle qui coordonne actuellement cette fondation, Madame Jeannette Kabila. Alors, vous, personnellement, comment est-ce que vous aviez observé cette actualité? C'est vrai que du côté des pouvoirs, on a parlé d'un montage, on a vu des images, les gardes ligotés pratiquement.
Comment est-ce que vous jugez ce qui s'est passé, cette scène macabre? En fait, je ne connais pas beaucoup sur cette fameuse fondation. Oh. C'est juste une fabrication de Jeannette, de ceux-là qui se sont fait, qui sont fabriqués d'identité congolaise, qui se sont fait appeler filles et fils de Laurent Désiré Kabila. Je ne connais pas beaucoup sur cette fondation. Qu'on a saccagé la fondation, blablabla, la fondation Kabila, ça n'existe que de nom. Voilà. Ce sont les gens qui ont usurpé les noms de Kabila, puisqu'ils étaient au pouvoir, et puis bon, ils ont fait la fondation. Moi, je ne suis pas partie prenante dans cette fondation. Il n'y a rien de notre héros national dans cette fondation. Il n'y a rien de Kabila. Et qu'est-ce que la fondation fait? Lorsqu'on parle d'une fondation, ils connaissent un peu ce que c'est une fondation. Ils ne connaissent même pas ce que c'est une fondation. C'est quelque chose qu'ils ont fait juste pour avoir un peu le label Kabila. Parce que Jeannette, lorsqu'on vous dit qu'elle est jumelle à Joseph, regardez un peu. Ils n'ont pas le même âge. On n'entre pas parce qu'il y a eu célébration de l'anniversaire. J'en ai beaucoup parlé de ce sujet-là. Bon, je n'ai pas beaucoup trop parlé de ces fameux problèmes. Mais en fait, les Congolais, des fois, aiment nous entendre parler de ça, mais ça ne fait plus, comme ça ne fait plus d'actualité, je n'en parle plus. Mais tous les Congolais savent, tous les Congolais de mortels savent que je suis celui qui avait dénoncé les origines du roi Joseph Hippolyte Kanambe. Et je reste constant et cohérent dans ma position. Elle est comme ça. Mais est-ce que vous avez déjà apporté des preuves que des allégations que vous faites seraient vraies? Et qui profite des crimes? Les crimes profitent à celui qui l'a perpétré. Comment Joseph était devenu président après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? Si ce n'était pas lui qui avait organisé le coup d'État. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. N'est-ce pas vrai? L'histoire nous renseignerait que ce sont des Blancs qui seraient... des Blancs qui seraient quoi? Qui auraient placé Kabila à la tête du pays. Selon la constitution des Blancs ou la constitution de la République du Congo. Le Congo n'est pas une monarchie où les fils devaient succéder son père au pouvoir. Joseph a préparé le coup d'État avec les Occidentaux et il a pris le pouvoir. Voyez un peu. Il a préparé ça. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que Rachidi est entré, il parlait à l'oreille au chef de l'État, mais même si on disait à un enfant de la rue, il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre. Comment c'est un garde du corps peut entrer, tirer sur le chef de l'État au moment où le conseil économique était en face de lui. Et il n'a pas abattu le conseil économique qui devait être pour lui un témoin gênant. Au niveau de l'instruction juridictionnelle, c'est une honte. Émile Mota a présenté l'aiguille d'une arme belge, une arme automatique de fabrication belge, alors que les gardes-côtes de Laurent Désiré Kabila avaient les armes 8 mm de fabrication nord-coréenne. Et lorsqu'on dit que les chargés avaient tiré à bout portant, mais la balle qui était restée logée dans le cou prouve que les tireurs étaient à une distance de plus ou moins 2 mètres. Même si on n'est pas expert en balistique, on sait quand même comprendre. Et la coudoir du fauteuil de Laurent Désiré Kabila portait 2 impacts de tirs croisés. Cela veut dire qu'il y a eu plus d'une personne qui avait tiré sur Laurent Désiré Kabila, dont Rachidi n'était qu'un bouc émissaire. Alors, votre combat ici, c'est vrai, vous êtes en train, il y a déjà plusieurs années que vous êtes en train de dire ce genre d'histoire. Est-ce, croyez-vous qu'un jour ça pourrait aboutir? Aboutir à quoi? La vérité, tout le monde connaît la vérité, mais tout le monde a peur de la vérité. C'est ça le problème. Vous savez, celui qui gagne la guerre, celui qui écrit l'histoire. Ils ont gagné et ils ont falsifié l'histoire. Certaines voix les écoutent. Vous savez, un mensonge, lorsqu'on le répète plusieurs fois, il devient vrai. Certaines personnes acceptent leur version des faits. Mais ceux-là qui savent faire juste une petite gymnastique intellectuelle comprennent que c'était un coup d'État qui était organisé par Joseph Hippolyte Kanambe et l'Occident, parce que l'Occident ne voulait pas de Laurent Désiré Kabila comme nationaliste à la tête de notre pays. Voilà tout. Alors, c'est vrai qu'on va parler de l'actualité, mais on ouvre une petite brèche. Comment vous vous sentez quand on dit que Laurent Désiré Kabila serait lui qui serait à la base de tout ce qui arrive à l'Est du pays? C'est-à-dire les guerres, ce serait lui qui aurait fait entrer des Rwandais ici, tout ce qu'on dit comme infiltration. C'est mal interpréter les choses ou ne pas connaître l'histoire de notre pays. Vous étant que son fils, vous savez pas comme fils de Laurent Désiré Kabila, comme citoyen congolais. Je connais l'histoire de mon pays. Allons-y. Bisengemana Rwema
un Tutsi rwandais, était directeur des cabinets de M. Mobutu pendant plus ou moins 11 ans. Alors, c'est le monsieur qui avait placé les Tutsis rwandais dans toutes les entreprises publiques ici. Et on les appelait les bons gestionnaires. Alors qu'eux faisaient des cotisations pour préparer la guerre contre Mobutu. En 70, ils ont fait la guerre contre Habyarimana. Ils ont échoué. Ils sont repartis en Ouganda. La seconde fois, en 94, puis 90, puis 94, ils ont gagné la guerre. Habyarimana est mort. Après, 2 ans après, ils ont attaqué les Zaïres de Mobutu. Mais les Rwandais étaient déjà ici. Tous ces noms qu'on entend ici, des Bisengemana, des Rwakabuba, c'était les hommes de Mobutu. Et leurs enfants, qui sont dans la police et dans l'armée. Les militaires qui étaient venus avec Laurent Désiré Kabila. Après que Laurent Désiré Kabila ait demandé aux Rwandais de rentrer chez eux, puisque c'était fini la coopération militaire, tous étaient repartis au Rwanda. Les Bizimakara et les Rubero sont revenus quand? Après les fameux dialogues intercongolais de San Sidi. Donc tous ces politiciens congolais que vous voyez ici étaient présents à San Sidi. Et ils ont accepté que les Bizim étaient des Congolais. Ils ont fait le partage de pouvoir. Rubero est rentré comme vice-président de la République. Et c'est Laurent Désiré Kabila était encore là. Laurent Kabila n'était plus là. Donc c'est quelque chose qui s'est préparé depuis de longues années. Vous savez, nous, Congolais, on n'a pas la culture de nous préparer. Les Tutsis se sont préparés pendant beaucoup d'années pour agresser le Congo. Mais Kabila venu prendre le pouvoir ici avec les Tutsis, c'était tellement nécessaire. Si vous voulez. Il fallait que Kabila soit là. Si c'était une autre personne, il prendrait le pouvoir avant même que Kabila ne soit président. Parce que dans le plan de Tutsis, c'était que Bouguera soit président de la République. Parce que lorsqu'ils ont commencé à la fête de l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila n'était même pas partie prenante. Il était en Tanzanie. Et ils se sont dit, bon, il faut quelqu'un d'éloquent, il faut quelqu'un de crédible. Qu'est-ce qu'il faut? Museveni a dit à Kagame, je connais quelqu'un. Ils ont envoyé quelqu'un pour chercher Laurent Désiré Kabila en Tanzanie. Il est venu là pour trouver l'AFDEL déjà à Bukavu. Et Joseph était déjà au sein de l'armée. Qui? Joseph était déjà au sein de l'armée. Kabila. Oui, il a fait l'armée où? Il a fait la formation militaire où? En Ouganda. Lorsque l'AFDEL est entré, Joseph était déjà membre de l'AFDEL avant que Laurent Désiré Kabila n'arrive. Oh. Laurent Kabila est venu dans l'AFDEL à Bukavu. Attendez d'abord. Laurent Désiré Kabila a trouvé Joseph Kabila dans l'AFDEL. Effectivement. Laurent Désiré Kabila était une recrue de Rwandais. Les Rwandais l'ont recruté parce qu'eux avaient leur plan. C'est pourquoi ils disent que quand vous suivez les déclarations, ils disent que non, le type était très réticent. Il connaissait bien les habitudes de Tutsis. Il voulait bien les comprendre. Il est venu, Uvira était déjà tombé, les maires à Uvira, puis Bukavu. Il est arrivé à Bukavu. Et lorsqu'on présentait tous les officiers de l'AFDEL, on présentait les Nidaga Massassou, on présentait Joseph, on le présentait à quel nom? Il s'appelait commandant Hippo. Tout le monde l'appelait Afande Hippo. Il était déjà dans l'AFDEL avant la venue de Laurent Désiré Kabila. Mais il faut le féliciter, Laurent Désiré Kabila. Il est sorti du néant. On l'a amené pour devenir rapporteur de l'AFDEL jusqu'à prendre la tête de l'AFDEL. Mais comment on dit que du vivant des musées, il reconnaissait qu'il était son fils, non? Bien sûr que oui, moi aussi. J'ai toujours dit que c'est le fils à mon père, mais le fils adoptif. Ah, donc selon vous, Musée le reconnaissait comme son fils adoptif? Bien sûr, il n'était pas le seul. Laurent Désiré Kabila a adopté beaucoup d'enfants de ses camarades qui étaient tombés sur la ligne de front pendant la lutte. Il y a Masengo, le fils à son frère, à son ami Ildefonse Masengo. Il y a Selemani, c'est un fils de Tutsi rwandais aussi. Il y a Saïdi, beaucoup d'enfants. Ils ont vécu dans la maison de Désiré Kabila. Alors, entre autres, Joseph. Qu'est-ce que ça vous fait quand le 17 mai, l'entrée de l'AFDEL, où on célébrait pratiquement Musée également, c'est devenu la journée pour les FRDC, les anciens combattants, ainsi de suite. Est-ce que ça vous dérange le fait que ce n'est plus la date de commémoration de l'entrée de la commémoration de l'entrée de l'AFDEL? C'est ça le mal de notre pays. On ne sait pas reconnaître les mérites de quelqu'un. On ne sait pas. Vous savez, lorsque nous menons une lutte, nous Congolais, nous n'arrivons jamais jusqu'à la fin de la lutte. Lorsque nos parents, nos arrière-grands-parents, laisse-moi dire nos grands-parents, s'étaient battus contre la colonisation,
Ils ont obtenu l'indépendance de notre pays. Après l'indépendance, lorsqu'on a tué Lumumba, on n'a pas pu sauvegarder les acquis de l'indépendance. C'était fini. La lutte était passée. Après la mort de Lumumba, après Kassavubu, Mobutu est devenu président de la République. C'était une dictature méchante. Tout le monde en avait marre. Il fallait quand même qu'il y ait un changement. On s'est battu. Laurent Désiré Kabila a fait partir Mobutu. Tout le monde a applaudi. Et après, on n'a plus continué avec cette lutte. Des Congolais ont comploté contre Laurent Désiré Kabila. Même ceux-là qui condamnaient Laurent Désiré Kabila, qui disaient, voilà, il est venu avec les Rwandais, il est venu avec les Rwandais. Ils sont allés où? Faire les accords avec les Rwandais. Des Congolais ont comploté contre Laurent Désiré Kabila. Mais comment? Les Edi Kapende, tous ceux qui étaient dans les coups pour tuer Laurent Désiré Kabila. Et ceux-là qui étaient dans les RCD, c'était des Congolais. Hein? Les Tambwe Mamba, les Zaïd Ngoma. Laurent Désiré Kabila avait dit, tous les Mobutistes rentrez, mais les Rwandais ne sont plus ici. Venons, nous allons travailler ensemble. Ils ont jugé bon d'aller faire les RCD. Alors qu'eux condamnaient Laurent Désiré Kabila d'être venu avec les Rwandais. Lorsque nous étions à Sun City, Jean-Pierre Bemba a fait un accord avec Joseph pour qu'il soit premier ministre de Joseph. Lorsque Papa Etienne Tshisekedi a vu ça, lui et Katebe Katoto, n'avait-il pas fait des accords avec Rouberois jusqu'à envoyer Valentin Moubaki au Rwanda? C'est ça les Congolais, on condamne quelque chose et son contraire. Vous voyez, les Congolais étaient déjà libres avec Laurent Désiré Kabila, il n'y avait plus de Rwandais. Si tout le monde s'était mis à côté de Laurent Désiré Kabila, il n'y aurait plus de Rwandais ici pour dominer. Mais ils ont jugé bon de faire le RCD, MLC, et par la suite, les Rwandais ont pris encore place dans notre pays. Donc ça vous dérange le fait que le 17 mai ne soit plus la commémoration de l'AFDEL? Déranger, pas du tout. Lorsque j'ai rencontré le président Katebe, il m'a dit, tiens, tu sais, la vie est un combat perpétuel. Katebe Katoto? Oui. Les grands frères de Moïse? Oui, effectivement. Je l'ai rencontré à Johannesburg. Après, c'était au cours de l'inter-congolais, mais c'était à Johannesburg, on s'était vu. Il m'a dit, je sais que tu te bats, je sais que tu es fort, mais sache que la vie est un combat perpétuel. Il m'avait beaucoup marqué. Lorsqu'un millionnaire te dit, la vie est un combat perpétuel. Donc lui aussi continue à se battre. Donc, il n'y a pas question de baisser les bras. Alors, vous avez soulevé un point là sur... Là, on ferme la brèche, même la parenthèse. Sur Edi Kapende. C'est vrai, après sa sortie de la prison, il se présente comme un saint, celui qui aimait beaucoup plus votre papa, celui qui protégeait, c'était un coup contre lui, le fait d'être en prison. Mais là, apparemment, vous dites qu'il serait également dans les complots. Edi Kapende était aide du cas du chef de l'État. Ouais. Le président de la République a été assassiné dans son bureau. Pendant que Edi Kapende était dans la cour. Allez-vous comprendre quelque chose? Comment se fait-il que les assassins soient entrés dans le bureau du chef de l'État jusqu'à les tuer puis sortir à l'insu de son aide de camp? Edi Kapende était bien dans les coups. Je l'ai toujours dit. Les assassins de mon père auraient passé une nuit à l'ambassade des États-Unis. La nuit du 15 au 16. Ils sont allés à l'Intercontinental, au Grand Hôtel de Kinshasa. Ils ont investi un appartement là-bas. Puis Edi Kapende, c'est lui qui a envoyé Émile Mota. Lui dire que voilà, va chercher maintenant les invités du chef de l'État. Avec consigne pour tous les consignes qu'il a donné à tous les militaires de ne pas les fouiller. Ce sont les invités spéciaux du chef de l'État. Ils sont entrés, ils ont tiré sur Laurent Kabila, ils l'ont abattu, puis ils sont ressortis, puis repartir. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort de Laurent Désiré Kabila, Edi Kapende et Joseph commençaient à se disputer maintenant le fauteuil présidentiel. Joseph était rusé. Joseph, dans la nuit du 15 au 16, en tant que commandant de forces terrestres, puisqu'il était chef d'état-major général, chargé des forces terrestres, c'est lui qui avait désarmé toute la garnison de Kinshasa. Et il a pris son avion, il est parti à Lubumbashi. Donc chercher un alibi pour s'innocenter. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Joseph n'était même pas présent à Kinshasa lorsqu'on a tué son père. Mais quand il revenait par avion, Edi Kapende avait déjà formé la frontière. L'aéroport, beach, c'était fermé partout. Lui était colonel, elle du camp du chef de l'État. Comment peut-il donner les ordres aux généraux? Il avait déjà réussi à anéantir tout le monde, sauf Joseph. Cela veut dire que l'Occident, qui a préparé ce coup-là, avait miroité le pouvoir à Edi Kapende. Edi Kapende était sûr qu'après l'assassinat de Laurent Kabila, c'est celui qui serait le président. Alors que tout ce que Edi faisait avec l'Occident, Joseph était au courant. Tandis que ce que Joseph préparait avec l'Occident, Edi ne comprenait pas. Ne savait pas que Joseph était celui que l'Occident préparait.
Après la mort de mon père, Idi Kapenda a voulu s'autoproclamer président. On lui a dit non, ne fais pas ça. Attention, ne fais pas, attends un peu. L'Angola, les Zimbabwéens, tous l'avaient étouffé au palais des Marques. Les militaires organisés de Kinshasa, pardon, les gars présidentiels, on appelait ça comment, GSSP, tous pleuraient. Et ils disaient que c'est Idi qui a tué Mouzé. Donc ils ne pouvaient pas appuyer Idi Kapenda. Voilà. Les généraux Chirunze, un Zimbabwéen, qui était le chef d'état-major interarmé, lui a appuyé Joseph. Quand Joseph était reçu, il a dit non, parce qu'il dit qu'à peine avait placé des dispositifs à l'aéroport, il n'y avait pas moyen que l'avion de Joseph puisse atterrir. Et puis Joseph a appelé le général Chirunze. Chirunze a dit non, il n'y a pas moyen, il y a des militaires de la garde présidentielle là-bas. Et Joseph a appelé le général Lucha. Lucha, c'est celui qui est parti là-bas avec le général Chirunze. Il a dit aux militaires, enlevez tout ce qu'il y a ici. Ils l'ont écouté, puisqu'ils l'écoutaient beaucoup. Tous les militaires écoutaient beaucoup le général Lucha. C'était le numéro 1 de l'armée. Joseph est descendu. Et c'est après la réunion de l'OIWA, Joseph a pris le pouvoir. Puisqu'il avait l'appui de Lucha. Lucha ne savait pas que Joseph était dans le coup. Au premier jour, moi non plus. Tout le monde pensait que c'était seulement Idi Kapenda. Là, vous étiez où pendant ces temps? Moi, j'étais chargé des renseignements à la présidence de la République. Vous étiez ici à Kinshasa? Bien sûr, j'étais à Kinshasa. J'ai travaillé ici. J'ai travaillé à Kinshasa, dans la sécurité présidentielle. J'ai dit, pendant ce qui s'est passé, vous étiez à Kinshasa ou bien à l'étranger? Ici à Kinshasa. J'étais à Kinshasa. C'était un ami de l'Interpol qui m'a appelé. Un ami de l'Interpol, un inspecteur de l'Interpol qui m'a dit, parce que vous savez, dans la sécurité, dans les renseignements, on travaille toujours beaucoup avec beaucoup d'autres réseaux de renseignements, Mossad et tout ça, et puis l'Interpol. Un ami de l'Interpol m'a dit, non, Etienne, si tu peux venir. Moi, je dis, ah, c'est quoi? Il y a urgence, il me dit, mon cher, il insiste, vers 14, il m'insiste, entre 13h et 14h. Je veux le voir, il me dit, mon cher, tu sais, il commence à me donner des leçons de morale, tu sais, la vie, c'est comme ça, tout le monde peut mourir, mais selon l'Interpol Belgique, votre père a été assassiné. Entre 11h et 12h, selon ces messieurs-là. Moi, j'ai dit, c'est quoi ça? Ah, donc vous n'étiez pas au courant au même moment que l'assassinat? L'Interpol m'a informé. Là, c'était vers entre 13h et 14h. Entre 13h et 14h. Le chef de l'État était déjà assassiné. Il était déjà mort dans son bureau de travail. Le corps qui était parti au Zimbabwe, ça c'est pour autre raison. Il était mort sur place. C'est pourquoi vous avez vu lorsque Joseph a dit que Laurent Kabila était mort le 18 janvier. Le 18 janvier, il est mort au Zimbabwe lorsqu'il était parti pour... il y avait beaucoup d'informations. Les soins appropriés. Moi, j'avais dit dans ma conférence de presse ici, j'ai dit non, il est mort dans son bureau de travail le 16 janvier. Après que le média ait publié ma déclaration, c'était d'abord La tempête des tropiques de papa Alexis Moutanda qui avait publié ça. Et Joseph est revenu dans la date du 16. Il avait accepté que Laurent Kabila est mort le 16. Vous voyez. C'était ça. Merci beaucoup. Mais le corps qui est au niveau du mausolée, c'est lui, non? Je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais vu. Oh, vous n'étiez pas là au deuil? Non, les deux, j'étais là. Le corps était dans le mausolée. S'il est encore dans le mausolée jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Hein? Depuis lors, vous n'aviez plus visité ça? Non, les gens qui visitent là-bas, entrent là-bas, ne voient pas le corps. Ouais. Vous pouvez entrer là-bas sans voir le corps. Ouais, c'est un peu ça. Le corps, c'est la preuve de la filiation de quelqu'un, n'est-ce pas vrai? Si on prenait quelque chose sur le corps de Laurent Kabila pour faire les tests d'ADN avec Joseph, on trouvera que Joseph n'est pas le fils de Laurent. Joseph n'a aucun goût de sang. En fait, je ne suis pas venu parler de Joseph. Revenons un peu dans nos sujets, mon frère. Exactement. Mais Joseph n'a aucun goût de sang dans ses veines. Même sa fameuse ici, maman Sifa. Sifa n'est pas sa mère. Hein? Alors, Etienne Kabila, merci beaucoup en tout cas pour des précisions selon vous. Je pense que on doit le peuple a faim, il faut évoluer. Exactement, on doit toujours essayer de rappeler également l'histoire pour des gens qui viennent. Effectivement. Pour qu'ils essaient un peu de remémorer. Et pour les gens qui étaient là pour remémorer l'histoire, et les gens qui viennent pour apprendre également l'histoire. C'est vrai, comme vous aviez dit que le peuple a faim, les pays ne marchent pas bien. Quelle est la différence? Vous aviez travaillé avec Mouzé.
et ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, sous Musée, il y a eu le service national, ainsi de suite. Bilou Kitaki Mwandambu, on a vu tout ce que Kabila fait dès son entrée. Quels sont les éléments de différenciation entre la gestion des musées et celle des Félix Tshisekedi? J'avais accordé une interview avec une interview à votre confrère, je crois c'est qui, Raphaël Walukonka. Ah, Walukonka, je le salue. Info plus 240, Info 240. Effectivement. Quand je parlais de la similitude dans les affaires de l'État de Laurent Désiré Kabila et Félix Tshisekedi, il semblait ne pas comprendre. Allons-y. Vous savez, quand je vous dis que le pays va mal aujourd'hui, pourquoi? Allons-y. Parce qu'on ne sait pas matérialiser les paroles du chef de l'État. Mon père a souffert avec ça. Matérialiser les paroles du chef de l'État. C'est vrai qu'on accuserait que le président sera en train de promettre à tout moment, rien ne se réalise. Voilà. Mais lorsque le président de la République dit par exemple, que l'agriculture, c'est parmi nos priorités. Mais j'ai suivi son ministre de l'Agriculture sur Top Congo, le 5 mai de cette année. Il a dit quoi? Il a dit que l'agriculture n'est pas un problème du gouvernement. Que ça, la bilanga, et ça, la gouvernement. Allez-vous comprendre quelque chose? Et c'est qu'on ce que c'est un ministre de l'Agriculture. Oui. Mais le ministre de l'Agriculture, le gouvernement doit faciliter aux agriculteurs. Exactement. Avec des semences, avec tout ça, pour les faciliter un peu. Des terres même. D'aider même. Le gouvernement peut aussi faire le champ. Exactement. On a vécu Che Guevara au Cuba. Sous embargo américain. L'économie de Cuba était seulement basée sur quoi? Sur la plantation de canne à sucre. Mais on a vu le numéro 2 du régime était où? Dans les champs de canne à sucre. Vous vous précipitez pour aller chercher les maïs en Afrique du Sud. Vous comprenez un peu? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Oui. Vous vous précipitez pour aller chercher les maïs en Afrique du Sud. Pendant que le Congo a, selon le FAO, le Congo compte au moins 80 millions de terres arables. 80 millions d'hectares de terres arables. Mais vous précipitez pour aller chercher les maïs en Afrique du Sud. C'est ça l'impérialisme même. Comme Sankara a dit. L'impérialisme n'allez pas loin. Les riz que vous importez, les riz qui sont dans vos assiettes. C'est ça l'impérialisme. Vous comprenez? Donc, le chef de l'État peut dire quelque chose comme ça. Les membres du gouvernement ne savent pas matérialiser ces paroles. C'est ça la première raison de notre échec, l'échec de l'union sacrée. Donc l'échec de l'union sacrée, c'est parce que les paroles du président ne sont pas matérialisées. Non, il y en a plusieurs raisons. Je peux énumérer d'abord, on ne sait pas matérialiser les paroles du chef de l'État. Il y a manque d'un programme fixe du gouvernement. Manque d'un programme fixe du gouvernement. Et toi, je peux encore dire qu'il y a manque de formation idéologique des membres du gouvernement. Il y a eu quoi, non, ici Non, vous savez... un séminaire ici dernièrement, non? Un programme du gouvernement fixe, il n'y en a pas. Lorsque le président arrive aux affaires, il commence d'abord par un programme de 100 jours, n'est-ce pas vrai? Oui. Un programme de 100 jours, piloté par la présidence de la République, pas par le gouvernement. Oui. Vital Kamerhe prend l'argent, il bouffe. L'argent de l'État. Non, il n'y a pas de preuve. Mais comment? C'est ce que la justice a dit. C'est prouvé noir sur blanc que j'aimerais un peu dire ces mots-là à Lingala. Vous savez, la différence. La Cour de cassation dit qu'il n'y a pas de preuves. Écoutez, mon frère, je vais vous prouver que Kamerhe c'est un voleur. Oh. Vous savez, dans notre pays, nous sommes des Bantous. Nous avons nos langues. Ouais. Lorsque vous parlez de détournement, vous parlez de vol, vous parlez de quelqu'un qui a frappé une banque, ça sonne différemment. Nous ne sommes pas des Français. Vous voyez, quelqu'un peut se dire, moi je suis frappeur. Il ne se gêne pas. Mais quelqu'un ne vous dira pas que moi je suis voleur. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi j'aimerais dire ça à Lingala. Kamerhe Aïba Mbongo Yanganayo. C'est prouvé noir sur blanc. Par qui? Le juge a dit, il a condamné Kamerhe à 20 ans de prison. Ouais. Il est allé où? À recours, n'est-ce pas? Il a fait l'appel. 13 ans de prison. Ouais. Or, après les 13 ans de prison, il a obtenu la liberté provisoire. Que dit la loi? Il y a beaucoup de conditions pour obtenir la liberté provisoire, n'est-ce pas vrai? La première des conditions qui m'intéresse plus, c'est quoi? La peine ne doit pas excéder 6 mois. Mais Kamerhe avait 13 ans de prison. Il est parti en Europe pour se faire soigner en Europe. Lui qui n'était même pas malade. Oh non, il était malade. Écoutez, il était ici au niveau du centre
Nganda, écoutez, ça n'a pas marché. 6 mois, sa peine avait excédé 6 mois, il ne pouvait pas obtenir la liberté provisoire. J'ai suivi son communicateur sur ce canal Kin, un communicateur de Caméré. Il est passé à la télé, il a dit ceci. Tozala, pacificateur, Azalaki na mokonzi Mboka, Basolo Laki où? Lui qui était en prison. Basolo Laki, Noël Oyo, Toko fêter di banda na pacificateur. Ah, vous comprenez? Je vois. Vous comprenez ce que c'est? Abimani na COP. Il y a le président Abimisi. Kamel n'avait pas quitté la prison. C'est le président Ndemoutabimi. Mais oui, c'est clair. C'est clair, nous vivons dans ce monde, nous savons ce qui se passe dans ce monde. Comment est-ce que le président peut encourager ces gens? Mais je vous dis, le communicateur de Kamel a dit Bakutana Kina Mokonzi. Parce que pendant ce temps-là que moi et vous, on pensait que Kamel était en prison. Le président avait dit qu'il est un homme sincère, un homme bien. Voilà. Pendant que la justice condamne quelqu'un à 15 ans de prison, 13 ans de prison plutôt, le président a dit c'est un homme sincère, c'est un homme bien. Au moins, il pourrait jouer. Au moins, il place dans l'état de droit de Koufa. État de Koufa. Mais c'était ça, oui, c'était ça, début, état de droit de Koufa. Parce que Mbongo est Kendawapi. Mbongo, il y a 100 jours à Kendawapi. Bakabe, là-bas, il y a Jibin Piana. Mbongo. Soit les détournements, on ne peut pas retrouver l'argent en espèces. Et ça a l'avantage, va payer une tierce personne, et puis c'est fini. Quelqu'un qui a volé l'argent de l'État, aujourd'hui, il ministre de l'économie, pas ça l'année. Mais pas Ibarissousou. Regardez la première action des caméras. Il prend d'autres ministres, ils vont en Afrique du Sud pour chercher les maïs. C'est le conseil des ministres qui a décidé. Comment vous pouvez prendre 9 ministres pour aller chercher les maïs en Afrique du Sud? Même 2, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Les services nationaux dont vous avez fait allusion ici, les services nationaux ici, il y a des services nationaux qui existent. Ils avaient fait un programme de ramassage de maïs dans le Congo central, ici dans les Bandundu, dans la province de l'Équateur et puis dans la province orientale. On a laissé tomber ça. On est allé commander en Afrique du Sud, chercher de quoi? Les maïs. Mais le président de notre propriété, c'est l'agriculture. Lorsque le président de la République dit par exemple que le lac Tanganyika est capable de nourrir 2 milliards de personnes à la conférence entre la Russia et Africa. Même si les chiffres ne sont pas exacts, n'est-ce pas? Lorsque vous savez que le lac Tanganyika peut nourrir des Congolais, pourquoi ne pas dire que voilà, moi je suis ministre, maintenant je vais demander à mon gouvernement qu'on achète des bateaux de pêche. Parce que le lac Tanganyika, c'est le lac le plus poissonneux au monde. N'est-ce pas vrai? Vous comprenez? Mais ils préfèrent aller importer des poissons en Afrique du Sud. Mais est-ce que réellement, ces gens-là sont vraiment intelligents? Vous répondez alors à ma question, la différence entre la gestion des musées... C'est ce que je vous dis, c'est ce que mon père disait à ses ministres. Utilisez-moi rationnellement. Parce que ces ministres ne comprenaient même pas ce qu'ils voulaient. Vous comprenez un peu? Le président Félix a commencé un programme. Après ce programme, il y a maintenant plusieurs programmes qui sont venus après. Mais le premier programme que vous avez mis sur place, c'est ça le programme du gouvernement. Mais quand il a commencé maintenant à changer, ce n'est plus qu'HFCC, ça devait l'Union sacrée, les Warriors. Après le Warrior, le Warrior 2, il y a eu le Warrior 1 et Warrior 2. Voilà, s'il y a Warrior 1, cela veut dire, s'il y a Warrior 2, cela veut dire 1 n'a pas marché. N'est-ce pas vrai? Oui, parce que l'homme congolais politique n'a aucune idéologie politique. Thomas Sankara a dit, un militaire sans aucune formation idéologique est un criminel en puissance. Il en est de même pour un politicien. Quand un politicien n'a aucune idéologie politique en lui, c'est un criminel en puissance. C'est ça qu'ils font. Ils ne font que voler l'argent de l'État. Si on peut énumérer quelqu'un, les rames, on a parlé des rames ici. Où est parti l'argent des rames? Jusqu'à présent, mon frère, moi j'ai un contrat avec Vodacom. J'achète les crédits pour 2000. Mais vous me dites non, il commence à me soutirer l'argent sans me consulter. Vous prenez l'argent pendant combien de mois? Nous avons dénoncé ça plusieurs mois, plusieurs années sur les réseaux sociaux. Il fallait que l'argent soit quand même récolté après. Après, ils disent voilà, c'est fini le problème des rames. Et l'argent des rames est parti où? UNRB, à l'aéroport. Je descends à l'aéroport. J'ai fait les tests de Covid en Afrique du Sud. Arrivé au Congo, je dois encore payer $45. J'ai demandé à ces messieurs de l'UNRB, mon frère, lorsque nos ministres ici tombent malades, ils vont en Afrique du Sud. Cela veut dire que ces tests que nous avons fait là n'est pas crédible ici chez vous. Il me dit, je lui dis, mon frère, j'aurai les résultats quand? Il me dit après 48 heures. Je dis, mon frère, mais quand je serai déjà chez moi, si je suis positif, déjà. Je vais contaminer ma famille. Il me dit aux Azoba.
Les gens ont failli se battre à l'aéroport. J'avais les images. Mais comme je revenais au pays, soutenant le gouvernement de l'Union sacrée, j'ai même effacé ces images. Mais je garde la photo. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens payent $45 à l'aéroport. Mais ça va où cet argent-là? Les pauvres contribuables. Ça va où, mon frère? C'est pourquoi je vous dis que ça va, le pays va très mal. Le pays va mal. Cela veut dire que le chef de l'État a mis à côté de beaucoup de gens qui ne comprennent même pas ce que le chef de l'État veut. Alors, il n'y a pas un programme fixe du gouvernement. On prend très vite, l'actualité oblige. Le président a lancé aujourd'hui une usine. C'est vrai que c'est pour un privé, un Indien, Harish Jaktani, le propriétaire de HJ Hospital. Une usine de fabrication, de montage des gros véhicules, Mercedes-Benz. Comment est-ce que vous appréciez cette actualité d'aujourd'hui? Bon, c'est bien. Vous savez que on a des contrats miniers avec les Chinois, les Américains, les Indiens. Combien en profitent les Congolais? Vous savez, à l'époque, quand quelqu'un revenait de Mbujimaï, tout le monde en avait peur. Il avait des diamants. Il y avait des diamants de Bakwanga. Qu'est-ce que les Kassaïens disaient? Les Kassaïens nous disaient Falansé dit Falangato. Parce qu'il avait l'argent, n'est-ce pas vrai? Mais aujourd'hui, tout le monde a des carrés miniers au Katanga, les Congolais. Presque tous les légaliens ici ont des carrés miniers au Katanga. Vous comprenez? Tous les légaliens, presque tous les membres du gouvernement ont des carrés miniers au Katanga. Vous confirmez ça? Mais mon frère, j'ai parlé avec le cousin de Jean-Marc Kabound. Il m'a appelé à partir de Cologie. Il dit, mon frère, tu es à Cologie, mais Boulongo, envoie-moi aussi quelque chose. Il me dit, mon frère, Babote la bisognon, c'est depuis Tolongwa. Voyez un peu. Et puis, bon, quand les gens viennent signer des contrats ici, il faut se dire, qu'est-ce que la population va en profiter? Dans les contrats miniers, vous devez construire des hôpitaux, des routes. Rien n'est fait, mon frère. Mbujima est à Maboulou, n'a pas érosion. C'est comme ça que ça sera aussi les Katanga demain. Donc, vous craignez que demain... C'est plus de 1000 tracts qui quittent les Katanga pour aller vers l'Afrique du Sud. Plus de 1000 tracts par jour? Par jour. Qui quittent les Katanga pour l'Afrique du Sud? Oui. Et ce sont des officiels congolais? Des officiels congolais, les privés, les Chinois, les Indiens, tout le monde est là. Même les Sud-Africains, ils ont des contrats miniers. Ils ont des concessions. Ouais. Mais pour que le Congo n'en bénéficie rien. Alors, ce qui se passe au Katanga, vous êtes un Katangais, non? Bien sûr que oui. Ce qui se passe au Katanga, c'est vrai, matin, midi, soir, les Katangais sont en train de déplorer, ils sont marginalisés, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Vous étant qu'un Katangais également, sentez-vous cela ou bien nos frères font un peu de trop? Non. Il y a une chose, vous savez, depuis l'époque de Mobutu, moi je connais bien un peu l'histoire. L'époque de Mobutu, il y avait des PDG kassaïens qui dirigeaient la GECAMI. Et les PDG avaient embauché beaucoup de Kassaïens que de Katangais. Même si vous partez à l'hôpital général de la Donc ça date de longtemps. Alors, ça date de longtemps. Alors les Katangais ne disaient pas, et puis les presse se plaignaient, mais n'avaient pas de pouvoir. Vous savez, après le multipartisme politique, Ngouze était devenu Premier ministre, Kingwa Koumanza gouverneur, les Katangais s'étaient dit non, c'est notre moment de prendre le pouvoir chez nous au Katanga. Ouais. Il y avait cette lutte-là, mais les gens faisaient semblant. Mobutu avait profité de cette occasion-là de diviser plus les Katangais. Lorsque Tshisekedi, le vieux, était élu Premier ministre, alors les Kassaïens commençaient à marcher, nous avons le pouvoir au Katanga. Et la goutte qui avait renversé le vase, c'était quoi? C'était vers Akolosi, si je ne m'abuse, Balati Samboa cravate, avec des lunettes, et il chantait contre Ngouze Karlibonde. Une chanson, Ngouza naenda kwa Mungu baba atarudi. Banani Balati Saki. Oui, c'était des Kassaïens. C'était la goutte qui avait renversé le vase. Mais il y avait déjà la fumée, mais sans feu. Parce que Kungu était déjà gouverneur et il lançait des slogans contre les Kassaïens pour qu'ils soient plus populaires. Vous voyez? Parce que la présence des Kassaïens dans les entreprises
du Katanga, comme la GECAMINE et la SNCC, ils voyaient les Kassaïens étaient au top, et puis ça gênait un peu les Katangais, mais les Katangais n'avaient pas de pouvoir, ne savaient pas quoi faire. Avec Kyungwa Koumanza, il a incité les peuples à la violence, et puis c'était le problème qui avait commencé jusqu'à chasser les Kassaïens du Katanga. Et après, aujourd'hui, cette histoire commence à revenir encore. Et qu'est-ce que les Kassaïens disent? Ils disent non, tout le monde sauté, tout comme il est belé. Oh, c'est ce qu'ils disent. Oui, vous voyez. Donc, même si les légaliens, les gouvernements, les gens font semblant, mais il y a quelque chose qui ne va pas au Katanga. Entre Katanga donc, il y a quelque chose Kassaïens. Qui ne va pas au Katanga, même si on serait en train de faire semblant. Mais il y a beaucoup de membres de l'UDPS et de c'est quoi les partis de Kyungwa Koumanza, INAFEC qui se battent. Il y en a aussi contre certains membres aussi de l'ensemble de Moïse Katumbi. Yeah. Donc, si je vous comprends bien, ce seraient des politiciens qui sont derrière ça. Oui, des politiciens, mais nos comportements aussi. Nos comportements aussi. Vous savez, il n'y a pas que les Kassaïens au Katanga. Allons-y. Il y a des gens de Bandosola, de l'Équateur là. Pourquoi on n'en parle pas? C'est ça même la bonne question. Donc, il y a également plusieurs tribus, plusieurs provinces mais qui n'ont jamais eu de problème mais qui n'ont jamais eu de problème avec des Katangais. Donc, il y a pas seulement des... Voilà, cela veut dire qu'il y a une haine entre les deux peuples qui a pris naissance, qui grandit de génération en génération. Vous voyez. Et puis, quand les Kassaïens partent au Katanga, pour dire vrai, ils ne partent pas pour s'intégrer. Quand vous dites, par exemple, que donc vous partez là-bas en comment? En concurrent. Ça sonne mal aux oreilles des Katangais. Vous voyez un peu. Alors, la solution, ce serait quoi? Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça en chien de faïence. La solution serait quoi? Non, le problème, c'est que d'abord, il faut mettre fin à la famille. Vous savez, lorsqu'il y a exode rural partout, exode rural, c'est ça qui cause d'abord des problèmes. Vous voyez, les gens du Katanga, même ceux de l'intérieur, fuient, ils partent où? À Lubumbashi. N'est-ce pas? Chercher à la recherche de la bonne vie. Ceux du Kasaï aussi, ceux de l'Est aussi, partent au Katanga. Alors il n'y a pas beaucoup de travail. Les gens commencent à s'entretirer. Vous voyez un peu. Il faut combattre la famine. Et lorsque vous combattez la famine dans telle province, les gens ne vont pas beaucoup se déplacer. Vous savez, les Katangais a une maladie, je m'excuse. Les Katangais est trop jaloux. Les Katangais trop jaloux. C'est ça un peu le caractère du Katangais. C'est-à-dire, je suis Katangais, je connais. Le Katangais ne se déplace pas beaucoup. Ouais. Le Katangais, en général, aime chez lui. Et il reste chez lui. Vous voyez. Et le Katangais, dans son sang, dans son esprit, il dit, on ne peut pas être dominé chez nous. Ah, d'accord. Vous voyez. Ah, d'accord, je vois bien. Ouais. On prend également, on ouvre également la loi Tiani. C'est vrai que actuellement, c'est vrai, la proposition a été programmée pour cette session, mais on sent qu'on tend vers la fin de la session. On ne débat pas sur ça. Apparemment, c'est dans les tiroirs toujours. Comment vous réagissez étant que fils d'un nationaliste, d'un panafricaniste concernant cette loi? Est-ce que ce serait une loi séparatiste, divisionniste? J'ai vu des mouvements au niveau du Katanga, j'ai vu à l'Est, dans le Congo central, un peu partout, mais également des Congolais qui soutiennent cette proposition de loi. Comment vous analysez cette question? En fait, une loi, lorsqu'elle vise un individu, n'est plus une loi. Oh. C'est une loi que les gens peuvent contester. Mais qui vous dit que si c'est une loi ça vise un individu qui est là pour l'intérêt d'une nation, mais ça vaut la peine. Voyez. Certaines voix disent que voilà, c'est une loi qui vise Moïse Katumbi, puisque l'IDPS aurait peur de la popularité de Moïse, il faut les mettre à l'écart. Oui. Mais moi, personnellement, je vois dans beaucoup de pays du monde, cette loi existe. Hein. Ah, dans beaucoup de pays du monde. Dans beaucoup de pays du monde, oui. Aux USA, il faut être né américain. Et sur le sol américain, il faut être né américain pour être candidat à la présidence, par exemple. Voyez. C'est comme ça. Donc, moi, cette loi ne me gêne pas. Mais dans cette loi-là, il y a l'encre de la salive. Hein. Vous savez, ça peut toucher beaucoup de gens. Ça peut toucher beaucoup de gens. Si cette loi est votée et promulguée, tant mieux.
Moi, je suis congolais de père et de mère. Hein. Bon, Moïse sera directement écarté. Il est hors jeu. Quand vous touchez Joseph, qui peut avoir peut-être un standard de revenir aux affaires, le type n'a aucune goutte de sang coller à ses veines. Il est à côté. Il n'y a pas que lui. Jean-Pierre Bemba. Son père. N'est-ce pas qu'il est métis? Oui. Bemba est noir, sa mère noire. Il faut vérifier aussi si Bemba est le fils de Jeannot. Mais là, vous ouvrez une boîte à Pandore. Oui, c'est ça, c'est la loi, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Ce ne sera pas une loi qui sera basée sur Moïse Katumbi. Mais si réellement il est le fils de Jeannot, comment est-ce que Jeannot était devenu congolais? Avait-il demandé la nationalité? Ou c'était seulement comme ça, comme Kengo Adondo, qui devient par hasard congolais? Il n'y a pas que lui. Vital Kamerhe. Oh, c'est un Congolais des pères et des mères. Depuis quand? Oh, moi quand j'étais à San City, la délégation du gouvernement de Kinshasa était dirigée par qui? Par Charles Lokoto. Ça ne marchait pas. Joseph a changé le leader. C'était venu Kamerhe. Les membres du gouvernement commençaient à se plaindre. En disant ils disaient que comment se fait-il que nous sommes en guerre contre le Rwandais? Joseph change, il mène à la tête de notre délégation Vital Kamerhe qui est rwandais. Moi j'ai tiqué, je me dis quoi? Mais ce type, il est rwandais, je ne savais pas. Lorsque vous suivez Valentin Moubaki, lorsque le vieux Tshisekedi l'avait envoyé au Rwanda, on lui montre l'oncle paternel de Kamerhe. Je me rappelle. Mais Kamerhe n'a jamais contredit. Et si vous allez un peu plus loin, vous allez voir le diplôme de Vital Kamerhe, c'est avec les prénoms. Après la zarénisation. On n'a pas de diplôme, nous, à notre génération, avec les prénoms d'Étienne. Non, ça n'existe pas. Mais les étrangers avaient même jusqu'à présent. Mais comment? Même jusqu'à présent, les diplômes, c'est toujours nom et post-nom. Moi, mon diplôme d'État, c'est nom, post-nom. Il n'y a pas de prénom. Il n'y a pas de prénom, n'est-ce pas? Mais pourquoi les diplômes de Kamerhe a les noms de Vital? Il n'y a pas que là, on va aller plus loin. Même le président de la République, Félix, sera aussi concerné dans cette loi. Lui, il a dit que sa grand-mère était venue de Malage. Comment est-ce que sa grand-mère, ou je ne sais pas, son grand-père a obtenu la nationalité pour que maman Martha soit congolaise? Donc, cette loi-là, elle est bonne, qu'elle arrive, mais elle va toucher beaucoup de gens. C'est pourquoi j'ai dit, il y a de l'encre et la salive. Donc, il n'y a pas que, il y a beaucoup de gens. Lorsque vous voyez le Francis Kalombo, par exemple, sa mère, c'est qui? Il faut vérifier. C'est un Congolais des pères et des mères. Voilà, nous allons tourner une page historique enfouie dans les annales pour chercher les nationalités. Et on connaît, il est Congolais. Où est sa mère? Il est né où? On doit commencer à vérifier. Tout ce monde-là qui avait la confiance de Joseph, comme le Matata Mpogno, comme Alexis Tambwe Mwamba, on doit vérifier leur nationalité. On va fouiner. Hein? Ça veut dire quoi? Lorsque vous prenez Kaboulomara Kaboulo, par exemple, c'est un Congolais. Les ministres, les ministres. Oui, c'est un Congolais. Moi, j'ai grandi à Kalemi. Et la famille de Kaboulomara Kaboulo était à Kalemi. Mon ami Routega Nyembo, Edi, vivait sur la même avenue que les parents de Kaboulomara Kaboulo. Mais lui, il me présentait que cette famille, c'était la famille de Burundi. Mon frère. Moi, je vous dis ça que je connais. Mais quand moi j'ai entendu parler de ça, d'ailleurs la station terrain de la télévision Académie était installée en 1980. Pourquoi? Parce que lorsque mon père faisait la guerre à l'est là-bas, à Académie, Mobutu voulait montrer aux Calémières que voilà, Kinshasa est bon, tout est là, la télévision. Nous on regardait déjà la télévision depuis 1980 pendant que les chefs de province n'avaient même pas de station terrain de télévision. Vous voyez? En 1980, c'est Kaboulomara Kaboulo qui aurait acheté un téléviseur à sa famille. Et mon ami m'a fait passer là-bas, il m'a dit, tu vois, ça c'est famille de Burundi, mais Kaboulo travaille à la RTNC comme Congolais. Vous voyez? Donc cela veut dire qu'on va vérifier. N'est-ce pas? Je ne vous dis pas que c'est un Burundi, mais on va vérifier. Vous voyez? Mais quand je suis passé, je l'ai vu une fois. Il jouait au football, n'est-ce pas? À RTNC Mangenda. Quand je le vois, moi qui suis de l'Est, je vois sa morphologie. Je vois les derrière, je vois le bassin. Bon, ça, c'est pas congolais. C'est qui? Ouais, cela veut dire que c'est Burundi. Lorsque vous voulez faire passer cette loi là-bas, pour moi, je suis d'accord avec cette loi. Mais il faut que ça soit appliqué pour tout le monde. Alors, Etienne Kabila,
On a essayé un peu de répondre à toutes les actualités. C'est vrai, là, on ouvre également une brèche. Mais on prend, en fait, on parle un peu du bilan des présidents. À 6 mois de l'élection, on va chuter par le dossier Salomon. Mais à 6 mois des élections, vous êtes de l'Union sacrée. C'est vrai, vous dites ici que le pays ne va pas bien. L'Union sacrée porte la candidature du président pour l'élection présidentielle de 2023. Quels pourraient être les éléments, des pièces à conviction pour que le président brigue un deuxième mandat? Je soutiens le président de la République jusqu'à la fin de son mandat. Seulement. Mon parti n'a jamais été membre de l'Union sacrée. Je suis rentré au pays, j'ai soutenu le président de la République. Donc je le soutiens jusqu'à la fin de son mandat. Et puis c'est tout? Pas au second mandat. Donc vous ne soutenez le président qu'à la fin de son premier mandat ici? À la fin de son premier mandat. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout. Parce que qu'est-ce que nous allons expliquer à la population? Qu'est-ce que nous allons expliquer à la population? Qu'est-ce que la population a gagné? Le gouvernement de l'occupation a laissé les dollars à 16. Maintenant, nous sommes à 25. C'est ça. Quel bilan nous allons donner à la population? Mais il faut savoir, nous devons être honnêtes. Moi, j'assume que j'ai soutenu le gouvernement de l'Union sacrée. Et nous avons échoué. Oh, c'est clair comme l'eau de roche. Vous dites que l'Union sacrée a échoué? Mon frère, nous avons échoué. Le panier de la ménagère, il est totalement vide. Est-ce qu'il faut se voiler la face? Donc le président a échoué? Pas le président seul. Ça veut dire, quand moi je vous dis que moi j'assume, moi de l'Union sacrée, j'ai 0,01% pour avoir soutenu, même si je n'étais pas partie prenante au gouvernement, j'assume. Moïse Katumbi et l'ensemble de la République, ils ont leur part de responsabilité. Jean-Pierre Bemba aussi, ils ont leur pourcentage. L'UDPS a leur pourcentage. Mais en gros, nous avons échoué. Nous avons échoué. Le projet de 100 jours, Caméra a bouffé l'argent. C'est parti. L'argent UNRB, les gens bouffent l'argent. RAM, on nous bouffe l'argent. On venait ici, on venait d'acquitter Ekeni Longondo de l'UDPS dans cette histoire de Covid. Voilà. On a dit qu'il n'a pas bouffé, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves. C'est parti où jusqu'à aujourd'hui, on continue à prendre l'argent de Covid à l'aéroport. Pourquoi, mon frère? Le peuple est appauvri à l'extrême, on continue toujours à l'appauvrir. Et vous voulez, moi, continuer à soutenir ce gouvernement de l'Union sacrée? Non. J'ai soutenu le président, je reste constant et cohérent. Moi, je l'appelle toujours mon président, mais il s'est fait très mal entourer. Vous savez, le président de la République n'est pas l'homme le plus intelligent. Dans tous les pays du monde, le président n'est pas l'homme le plus intelligent. C'est un humain. Mais il paraît comme l'homme le plus intelligent. Pourquoi? Par rapport à ses collaborateurs. Ouais. Si vous avez des hommes forts à côté de vous, vous ne venez pas être très fort, mais les gens disent, voilà, le chef a fait ça, le chef a fait ça, le chef a fait ça. Je vous ai donné quelques exemples. Laissez-moi vous dire une chose. Depuis le temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents et leurs ministres vont se faire soigner où? À l'étranger. À l'étranger. Mais c'est une honte pour une république. On est venu au pouvoir pour changer les choses. Mais pas pour faire la photocopie de ce qu'on a condamné hier. Mais tiens. Maintenant, mon frère, au lieu de construire des hôpitaux ici chez nous, un président de la République, il se déplace avec l'argent de l'État à l'étranger. Il n'a même pas honte. Vous comprenez un peu? Même mon père était parti se faire soigner, Mobutu aussi, même le président Félix parti en Europe pour se faire soigner avec l'argent de l'État. Mais l'État est incapable de construire des hôpitaux ici chez nous. Et l'argent est là. L'argent est détourné tous les jours. Lorsque Alingeti fait des poursuites au moment du gouvernement, on dit non, il faut laisser. Ça non. Là, il passe trop. Là, il veut combattre l'Union sacrée. Mais l'IGF n'est pas le seul organe de contrôle. L'organe de contrôle par excellence, c'est quoi? C'est le Parlement, l'Assemblée nationale, l'Assemblée... Qu'est-ce qu'ils font? Je les ai entendus hier, ils font des débats sur la polygamie, la polyandrie, comme s'ils n'ont jamais été polygames. Au point de se rappeler Matoufoni Makès. Vous connaissez Matoufoni Makès? Les types ici de théâtre de chez nous, et ballet mondial. Mais une comédie qui se passe au Parlement, j'ai suivi, je me dis, ça c'est quoi ça? Alors, Étienne... Mais le peuple a faim. Au lieu de regarder, de dire que voilà, chef de l'État, ce type ici, Caméra a volé l'argent de l'État, il ne mérite pas d'être vice-premier ministre. Vous acceptez.
Vous voyez, moi, Étienne Kabila, qui a combattu le régime de Joseph pendant 18 ans, accepter ce genre d'histoire. Non, on s'est battu pourquoi? C'est vrai, je vous trouve de plus en plus très intéressant, je pense, l'opinion également. Mais comment vous appréciez que le président puisse s'entourer également des gens qui ont induit Kabila dans un échec patent que la population a décrié? Mais aujourd'hui, ce sont ces gens qui sont autour du président. Mais c'est ça le mal. Des Bouchab, des Loumanou, tous ces mondes-là. Quand on s'est battu, on était ensemble. On a fait chasser Hippolyte Karambé, est parti, le pouvoir de l'occupation est parti, on arrive au pouvoir, là, l'UDPS change des alliés. Il a d'autres alliés maintenant. On a compris qu'HFCC, parce qu'on n'avait pas la majorité parlementaire, blablabla, tout ça, et puis c'est changé. Qu'HFCC est parti, c'était l'Union sacrée. Il a encore pris tous les caciques du FCC. Ils ont vidé les FCC. Mais aujourd'hui, l'UDPS a changé d'allié. Nous, on n'a plus combattu. Il a combattu seul. J'ai trouvé un jeune de 40 ans. Il m'a dit, nous, on a combattu pendant 37 ans. J'ai dit, tu as combattu pendant 37 ans. Tu avais quel âge? Tu avais quel âge? 3 ans. Mon cher. Tu es fort, hein? Mon cher, nous, on a connu des prisons. Moi, j'ai fait 2 ans de prison. J'ai laissé ma bonne vie ici. J'ai combattu l'occupation rwandaise. Et j'arrive au pays, vous voulez me dire que non, nous avons combattu seul. Vous avez combattu seul, ça va? Soyez responsable de cet échec, de l'échec du gouvernement. On n'a rien fait. 145 territoires. Depuis qu'on a changé les ministres de plan. On en parle encore? Mais quel est le bilan que vous voulez, moi, descendre sur le terrain et commencer à prêcher pour l'Union sacrée? Nous allons faire ça, qu'on nous donne encore 5 ans. Ça sera 10 ans. 10 ans, mon frère, c'est toute une vie. Vous savez, nous ici, les Congolais souffrent beaucoup, mon frère. Vous savez, moi, je ne vais jamais pas le dos de la cuillère. Parce que moi, je ne suis pas politicien. Vous êtes qui alors? Nos politiciens, je le suis peut-être par hasard. Quand j'ai constaté que les politiques ont échoué, c'est pourquoi je m'étais lancé dans la politique. Mais en réalité, je ne suis pas politicien. C'est pourquoi les gens me condamnent toujours mon franc-parler. Non, c'est bien. Vous savez, que les peuples apprécient et aiment. Oui. Lorsqu'on s'est battu avec l'UDPS, mais qu'est-ce qu'on criait? 8 millions de morts, 6 millions de morts, 10 millions de morts. L'UDPS au pouvoir, on nous a insultés. On nous a insultés. Nous devons des sorciers maintenant, parce que vous prenez le pouvoir, nous devons des sorciers. Là, c'est Augustin Kabouya qui l'avait dit. Kabila Azam mauvais. Oui, donc Joseph devient saint maintenant. Ils sont maintenant en partenariat avec Joseph. Nous, on a combattu pour rien. Nous, on n'a pas combattu pour rien. Nous ne sommes pas des enfants. C'est Congo et ça appartient à nous tous. Moi, j'ai dit à mes frères, j'ai dit aux membres de l'Union des Nations pour le renouveau, non, on doit se battre pour les pays. Il ne faut pas se plaindre. Aluta continua. Voyez. Pour les pays, qu'est-ce que nous préparons pour notre progéniture? Allons-y. Qu'est-ce que nous préparons pour notre progéniture? Nos parents se sont battus aujourd'hui. Nous, on n'a rien hérité. Qu'est-ce qu'on a hérité? Et c'est ça, c'est tout l'avenir que nous voulons laisser à notre progéniture. D'un tribal, le népotisme, le tribalisme, le clientélisme. C'est ça, du Djalelo. Vous nommez un ministre de transport aujourd'hui. Kaboulou Mara Kaboulou. Ministre des Sports. Ministre des Sports. Première action. Il vient avec quoi? Fatihcap. Mais c'est quoi ça? C'est purement du Djalelo, du impair. Il avait dit que ce n'est pas lui, c'est la FIFA. C'est vrai que la FIFA a démenti également. Mais Fatihcap en quoi? Et puis, lui aussi, Kaboulou Mara Kaboulou, un joueur sportif, il croit que le sport signifie football. Il commence par le football. Alors que tout est chaotique. Le président de la République a dit que ça ne va plus, on est éliminé à la chaîne, tout ça, il faut les états généraux de sport. Les ministres qui étaient là ne comprenaient même pas ce que c'est les états généraux de sport. Les ministres qui étaient là ne comprenaient pas. Il a fait les états généraux de football. Après les états généraux de sport, l'équipe nationale Chan, éliminée, sans aucun but marqué. Les moins de 17 ans ont été éliminés. Pourquoi? 10 joueurs avaient manqué de passeport. Les championnats ici, la foot, c'est 3 ans. Il n'arrive jamais à sa fin. Vous comprenez un peu? Les gens ne sont pas intelligents. Vous savez, la maman ici qui vend les charbons au marché, avec qui va on a maillé. Alors, Etienne, laisse-moi un peu terminer. Allons-y. La maman qui vend les charbons au marché, avec qui va on a maillé. Parce que maman a tout ça qui a makala, a teki, allez ici famille naïe, a foutu moi un minerval. Vous comprenez? Le football, ça fait entrer combien de... Bon, Mbappé aujourd'hui, je prends un exemple. Mbappé touche 95
millions 95 millions d'euros l'an. Ouais. Mais la taxe, c'est paye combien? C'est 350 000 euros. Mais que payent tous les footballeurs ici qui jouent ici comme taxe? Il n'y a pas d'argent. Les ministres ne savent même pas comment chercher l'argent dans le football. Regardez Samuel Eto'o quand il arrive à l'équipe nationale. Il est venu avec des sponsors. L'Alénafoot ne peut pas se terminer comme ça parce qu'on n'a pas de sponsors, on n'a pas de visibilité. Et ils ne comprennent même pas ça. Alors, on n'est pas sur Canal Kin, on n'est pas sur DSTV, Canal Plus sur DSTV. Il n'y a pas de visibilité, vous n'aurez pas de sponsors. Alors, mais lorsque vous aurez des sponsors, les gens vont payer la taxe. Un joueur de Mazembe Kalaba, par exemple, qui vous touche 40 000 $, on le donne comme ça dans une enveloppe. Il prend dans une enveloppe, il met de l'argent, il roule dans son véhicule, il va en Zambie. Il laisse là, il conçoit chez lui. Il n'a pas payé de taxes. Voilà comment. Donc, on ne sait même pas comment faire des recettes dans le pays. Étienne Kabila, on prend très vite les élections. Comment est-ce que vous êtes en train de voir la manière dont la CENI est en train de travailler, loi sur la répartition des sièges adoptée au niveau du Parlement? C'est vrai que l'opposition est en train de boycotter, l'opposition dénonce beaucoup d'irrégularités, l'OIF également boycotté même l'audit, ainsi de suite. Il avait dit que les jours étaient pratiquement insuffisants. Les PPRD, les rejettent même boycott. Vous, comment est-ce que vous voyez les travaux de la CENI? J'étais invité dans une église pour aller prêcher, parce que je suis invité de Dieu. C'était à Mitendi, chez le pasteur qui est encore, j'oublie le nom, Poutou, avec le prophète Jonathan, que je salue en passant. Arrivé là-bas, je m'étais dit, comme je suis ce dimanche, lundi, je vais aller me faire enrôler. Je suis allé quelque part me faire enrôler. Vous savez qu'on a refusé que je me fasse enrôler? Oh, pourquoi? Parce que je porte le prénom de Taratibou. Ça, c'est un nom rwandais. Ils ne connaissent pas ce nom-là. Oh, ils ont dit quoi? Le Taratibou n'est pas un nom congolais. Oh. Alors que j'avais des témoins. Pasteur Poutou et mon jeune frère encore, c'était le prophète Jonathan. Parce qu'on existe des témoins. Ouais. J'ai vu quelqu'un qui était là, le chef de centre nous a présenté comme un détraqué mental. Il lui a donné la carte. Il dit, il est très intelligent. Il lui donne la carte. Qu'est-ce qui prouve que ce monsieur-là était détraqué mental? Mais ça pouvait même être un Rwandais. Mais j'ai vu de mes propres yeux les gens qui donnaient de l'argent aux policiers, qui étaient primés pour se faire enrôler. Beaucoup d'irrégularités dans ces enrôlements. Vous comprenez un peu. Mais, bref, même les Légaliens n'est pas sûr d'organiser les élections en date du 20 décembre. Oh, oui. Vous confirmez que le gouvernement n'est pas sûr? L'opposition n'est pas d'accord pour des élections le 20 décembre. Les Légaliens aussi, le gouvernement aussi ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas prêts pour organiser les élections en date du 20 décembre. Mais chacun cherche à ce que ce soit l'autre qui commence à se plaindre. C'est ça le problème. Oh, c'est ça le problème. Et le gouvernement et l'opposition, personne n'est prêt. Mais on a compté combien d'enrôlés? 43 millions, ouais, 43 millions et puis... On a divisé par 500 le nombre de sièges pour avoir des circonscriptions électorales. N'est-ce pas vrai? Des circonscriptions électorales. Maintenant, on a mis aussi deux provinces. Là où il n'y a pas enrôlement. Le Nord Kivu, par exemple, avant les dernières élections, c'était 35 sièges. Aujourd'hui, ils montent jusqu'à 47 sièges. Maintenant, si ils seront enrôlés après la guerre, s'ils sont beaucoup plus nombreux que le nombre qu'ils ont mis là-bas. Donc, les calculs vont reprendre à zéro. C'est ça. Donc, les calendriers qu'ils vont nous donner le 25 juin ici, ça sera provisoire. Si vous comprenez qu'il n'y a pas de bonnes organisations des élections. Il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans tout ça. Il n'y a pas de sérieux. Quand vous appelez les experts de la francophonie, vous dites que ce sont les experts, ils vont nettoyer les fichiers électoraux. Après, ils disent non, le délai est trop court. Un expert qui te dit, ce délai ici ne me suffit pas. Vous amenez d'autres experts. En 4 jours. L'OIF a récusé 5 jours, mais cette fois-ci, les experts des Kadima l'ont fait dans 4 jours. Moi, j'aime beaucoup le président Félix. Si moi, j'étais conseiller du président Félix, je lui aurais dit, chef, organisez une élection transparente, démocratique. Ceux qui ont gagné, tant mieux. Ceux qui ont perdu, que l'histoire retienne que le chef avait organisé de bonnes élections, il a perdu et il a laissé. Voyez un peu, que de passer par un coup de force. Ce n'est pas bien pour l'avenir de notre pays. Vous savez, les tensions sont partout, ici. Vous pouvez recevoir les gens ici, ils ne vont pas vous dire la vérité. Mais moi, je vous dis la vérité. Les tensions sont partout. Mais tous les jours, lorsqu'on parle, il y a eu des tentatives de coup d'État. Il y a eu ceci, cela. Vous pensez qu'il
Il n'y a rien. Oh, donc tout ce que nous sommes en train d'écouter, tentative de coup d'État à gauche, à droite, c'est parce qu'il y a effectivement des tensions. Vous savez, mon père avait connu des problèmes. Pourquoi? Lorsqu'il est venu au pouvoir, avec le Rwandais, une fois le Rwandais était parti, mais lui n'était pas prêt, il n'avait pas des gens qui étaient autour de lui qui étaient prêts à l'aider. Vous comprenez un peu? Lorsque l'UDPS se mettait à se battre, pendant les 37 ans, l'UDPS s'était préparé pour se battre pour accéder au pouvoir, mais pas pour diriger. Vous êtes au pouvoir, le président nomme par exemple ce qui c'est le conseil spécial en matière de sécurité. François Béa. François Béa. Après on dit François Béa prépare un coup d'État. Je m'étais posé une question. Pendant tous les 37 ans, l'UDPS n'avait pas quelqu'un qui avait préparé pour être conseiller spécial en matière de sécurité. Vous savez quoi? Au sein de notre parti, qu'est-ce que nous faisons dans notre idéologie? Nous préparons tout le monde. Il y a une maladie chez nous. Les gens entreprennent des démarches pour devenir ministre. On ne peut pas entreprendre des démarches pour devenir ministre. Cela veut dire que le parti n'est pas prêt pour diriger. Lorsque vous êtes dans l'opposition, par exemple, vous devez avoir un gouvernement à miniature. Selon votre projet de société, vous préparez déjà quelqu'un qui connaît. Celui-ci sera notre ministre de l'économie. Lorsque vous serez aux affaires, le chef de l'État ou le Premier ministre n'aura pas à lui dire fais ça, un de toi. Il connaît déjà ce qu'il doit faire. Maintenant, vous êtes aux affaires, maintenant vous commencez à tâtonner. Toi, viens là-bas. On commence à se dire, toi, c'est qui? Oh, Mbosso, ministre des sports. Mbosso, il quitte le sport. Il devient ministre de la Santé. Ah, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Parce que les partis ne préparent pas leurs membres à prendre quoi? À prendre le pouvoir. Et puis, ces gens ici nous avaient trompés. Ce sont des menteurs. Qui? Nos papas. Ils ont rendu un très mauvais service. En disant quoi? En disant que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est les aïeux de demain. C'est ça qu'on nous disait. Tous ces papas-là, les Tambwe Mwamba, les Mbosso, le Kouta. Oh. Mais comment? La jeunesse d'aujourd'hui, c'est les aïeux de demain. Aujourd'hui, Mbosso était combien de fois? 11 fois ministre. 7 fois député national. N'est-ce pas vrai? Membre du comité central du MPR, parti État. Président du bureau d'âge. Président du... Alors, on finit. Il faut pas quand. Donc, ils n'ont pas le temps de laisser à la jeunesse de diriger ces pays. Maintenant, ils veulent laisser seulement la ruine, la division. Tout. Mais le vieux boss est même incapable d'aller chez lui, aller terminer la guerre tribale là-bas chez les Yaka. Vous comprenez? Donc, Mbosso est incapable même de dialoguer avec ses frères. Mais vous n'avez pas vu ces images là-bas? C'était moins de 20 personnes qui étaient à ses côtés. Mais il est là, dans l'Union sacrée, et vous me voyez, moi, qui a combattu ces pays, pour ces pays, j'ai combattu le régime de Joseph. Moi, j'ai sacrifié toute ma vie. Et je vais commencer à applaudir chez eux parce qu'ils sont là, non, je commence à les préparer. Non, je ne sais pas. Alors, on finit, Étienne Kabila, avec ses dossiers, et on prendra les tout, on commence par ça. Et parce que c'est ça qui fait vraiment, qui fait couler beaucoup d'encre des salives. Comme nous sommes en train d'enregistrer comme ça, Salomon Escadé sera en train d'être auditionné au niveau de l'auditorat militaire. C'est vrai, c'est l'actualité qui fait bouger les mondes aujourd'hui. Comment vous analysez, c'est vrai également, étant que vous aviez dit ici, chef des renseignements au niveau de la présidence, est-ce que ce qui s'est passé, on commence d'abord son arrestation au niveau de l'aéroport, après les services de renseignement ont fait un point de presse, après Matata Pogno qui dit que non, cette arme n'est pas pour Salomon, c'est pour son garde, ainsi de suite. Comment est-ce que vous analysez cette actualité tant qu'un monsieur qui a fait également des renseignements? En fait, je ne sais pas s'il est arrêté pour tentative de coup d'État ou parce qu'il... Oui, on parle de ça, des coups d'État, armes, port illégal. Oui, porter une arme illégale, c'est une infraction. Mais ça ne signifie pas directement préparation d'un coup d'État. Qu'est-ce qu'on dit? On dit conspirant si tu m'aides. Cela veut dire que quand tu prépares un coup, tu dois déjà faire un pas. C'est-à-dire? Tu dois déjà faire un pas dans les actions pour dire que voilà, il veut faire un coup d'État. Si j'ai des armes chez moi à la maison, ça ne veut pas dire que ces armes-là sont préparées pour un coup d'État. Oh. Oui. Donc, si tu as des armes chez toi à la maison, on peut vous condamner tous. Oui, je connais, je sais, je suis un agent de renseignement. Je vous dis en tant que professionnel de ça, je vous dis que si des armes sont chez toi, illégalement, on va vous arrêter pour la détention illégale d'armes à feu.
Maintenant, il faut avoir des preuves que j'ai commencé directement à mener des actions, des tentatives de coup d'État, pour qu'on parle de coup d'État. Vous voyez. Mais Salomon, j'ai vu les images, comment il a été pris à l'aéroport. Bon, je ne sais pas trop, je n'ai aucun détail sur le motif de son arrestation. Si seulement il préparait un coup d'État, bon, je ne sais pas. Les services a dit qu'il serait en contact permanent avec les autorités rwandaises, les officiels. Il est à tout moment en contact avec les chefs des M23. Il prépare un coup d'État. Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas l'avocat de Salomon, je ne connais pas beaucoup, mais seulement je vais dire la vérité. Est-ce que, pourquoi on n'a pas arrêté Moïse, on a arrêté Salomon? C'est Moïse c'est Salomon finalement qui veut préparer un coup d'État et c'est pas Moïse. Bon, je ne sais pas. Je ne comprends pas, je ne maîtrise pas cette affaire, si il a été pris comment. Je l'ai vu à l'aéroport, comme il a été pris comme ça à l'aéroport, bon, comme une opération commando. Mais on est parti avec lui. On a perquisitionné chez lui, sa maman, ainsi de suite. Apparemment, les services n'ont rien trouvé, n'auraient rien trouvé. Ok, si on fait la justice faire son travail, vous savez, bon, beaucoup, moi je prends, c'est ce que la rue dit, la rue dit que c'est plus qu'on a peur de Moïse, par exemple. On a peur de Moïse, on veut anéantir Moïse parce qu'on a arrêté Kebaï, Safoué en fuite, il faut faire taire tout le monde. Bon, les gens disent ça, mais moi je ne sais pas, moi je n'ai pas peur de ça. Moi quand je vois Moïse, bon, je ne sais pas pourquoi ils doivent avoir peur de Moïse. Parce que Moïse, quand vous le mettez en face de quelqu'un comme ça, Moïse n'existait pas dans le monde des idées. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui peut tenir un débat politique avec quelqu'un. Hein, pourquoi on doit avoir peur de lui? On dit que non, c'est pas parce qu'il a son réseau très puissant, de l'argent. Mais lorsque vous parlez de contact avec le Rwandais, vous allez arrêter tout le monde finalement. Oh, si on parle de contact avec le Rwandais... Mais tout le monde sera arrêté. Tous les membres du gouvernement, tous les citoyens congolais, ceux qui ont des contacts avec les Rwandais, vous allez cesser de parler avec un Rwandais parce que il est au Rwanda. Oh. Hein? Donc, vous répétez un peu, si on veut... arrêter les gens parce qu'ils ont des contacts avec les Rwandais. On va arrêter tout le monde. Les Rwandais qui sont ici, ils vivent aisément ici. Ils sont ici, on vit avec eux. Ils sont en contact avec les frères qui sont à l'Est. Les Congolais qui sont ici sont en contact avec ceux qui sont à l'Est là-bas. Vous allez me dire, moi par exemple, laisse-moi vous dire vrai. Moi je suis Katangais par excellence. Ma mère est du Sud Kivu. J'ai vécu au Sud Kivu. Je connais beaucoup de gens du Sud Kivu, notamment ceux qui sont là-bas dans les Maïmaï là-bas. Si je parle avec quelqu'un qui est Maïmaï là, ça devient une infraction. Oui, c'est ce qu'on dit. Ça devient une infraction pourquoi? Mais c'est un citoyen qui est là, même si dans sa même je ne suis pas rebelle. S'il fait ça, s'il prépare un coup d'État ou une guerre, ça ne peut pas dire que moi aussi, j'ai fait partie de cette guerre. Nous avons des connaissances là-bas, nous avons des amis. Moi, j'ai un ami que j'ai grandi avec. Donc, Django Wakunda, c'est un Rwandais. Il est général au Rwanda aujourd'hui. Django Wakunda. Donc, si on trouve dans votre téléphone, si on trouve dans mon téléphone, le numéro avec Django Wakunda, je peux pas un coup d'État. Non, d'ailleurs, je n'ai pas ce contact, juste un exemple. Ouais, on m'a dit que voilà, Django, c'était mon meilleur ami. Hein. C'était en 5e ou 4e primaire comme ça. C'était mon meilleur ami. Son père était médecin à la SNCT, à l'hôpital de la SNCT à Kalemi. Bon, on vivait toujours avec eux comme ça. Aujourd'hui, on me dit que Django Wakunda est au Rwanda, il est général de police. Bon, si par hasard que Django a retrouvé mon appel, m'appelle, non, Etienne, comment ça va? Je me dis, non, ne parlez pas avec moi. On va m'arrêter parce que vous... Donc, faisons le travail du peuple à la fin. Vous savez, il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Oh, donc, il faut se battre. Tout ça, c'est l'effet de chercher des boucs émissaires. Il faut, mon frère, il faut dans une démocratie, il faut qu'il y ait la liberté d'expression, il faut qu'il y ait des marches, il ne faut pas réprimer. Ça ne ressemble pas à l'UDP, c'est ça. Donc ça ne ressemble pas à l'UDP. Ça ne ressemble pas à Félix Tshisekedi. Vous savez, les répressions contre des opposants, les musulmans, on ne veut pas entendre notre son de cloche. On dit qu'on combat le président parce qu'il est kassaïen, là, sur Augustin. On dirait outrage le chef de l'État. Quand vous dites quelque chose, une vérité, vous dites outrage le chef de l'État. Non. Il y a certaines choses, on dit que je vous dis, mon cher, nous avons, par exemple, l'argent des rames. Non, pas des rames. C'est parti où? C'était chapeauté par quoi? Par qui? Moi, je ne sais jours. L'argent de Covid, chapeauté quoi? Par le président. Il vous dit, réserve stratégique généraux. Aujourd'hui, on n'a même pas de graines. On n'a même pas un flux de carburant.
Comment allons-nous faire la guerre contre le Rwanda? Réserve stratégique généraux, quand mon père avait créé ça, c'était stratégique. Vous faites le champ, vous réservez le maïs. En cas de carence, le réserve stratégique sort ces maïs pour lancer ça sur le marché, à bas prix. Vous voyez. Si vous avez des réserves stratégiques, vous avez des carburants. Aujourd'hui, non même pas un fût de 100 litres de carburant. Le numéro 1 de la réserve stratégique touchait 4 000 $. Aujourd'hui, vous savez, il touche combien? 14 000 $. Vous répétez un peu? Le numéro 2 touche 13 000 $. Avant, il touchait combien? 4 000 $. 4 000 $. Voilà. Sous le régime Joseph. Actuel, sous Joseph, c'était 4 000 $. 4 000. Et aujourd'hui, il touche 14 000 $. Comment ça? Mais ils n'ont même pas des grains de maïs aux réserves stratégiques. Ils n'en ont pas. On a quadruplé les salaires. Mais vous voulez qu'on puisse se taire. Lorsqu'on dit ça, vous dites acharnement au chef de l'État. Non, mon frère, les pays n'appartiennent pas à Félix Tshisekedi. Ces pays nous appartiennent tous. Le président Félix Tshisekedi, c'est notre président. Ouais. Moi, je l'appelle toujours mon président. Mais quand ça ne va pas, il y a des ça ne va pas, mon frère. Quand vous dites que ça ne va pas, vous traitez des haineux, vous traitez de tout. Hein. Non, en fait, moi, on ne peut pas me traiter des haineux parce que moi, j'ai combattu avec l'UDPS. Hein. Si je peux vous dire que le texte, mon discours de Sun City était cédé par l'UDPS, peut-être que vous ne croirez pas. Votre discours de Sun City, de la conférence de presse que j'avais tenue à Sun City, en Afrique du Sud. Ceux qui ont saisi, c'est le secrétariat de l'UDPS. Donc je me suis battu à côté de l'UDPS. Je ne travaillais pas l'UDPS, mais j'ai dit que moi, j'assume. Et nous devons tous assumer que nous avons échoué. Voyez un peu. Maintenant, il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Il faut préparer les gens qui sont prêts. Vous savez, mon frère, vous savez, je me rappelle de quelque chose. Hein? On est à la fin, je pense. Regardez trop l'heure. L'étudiant, le chercheur qui a construit les systèmes de robots. Robot, c'est quoi? Robot roulage. C'est quoi? L'effet de position. Ah, l'effet. Hein? Robot. La technologie, je m'échappe un peu en français. En anglais, on appelle ça robot. Tu vois, l'effet de position. C'était une dame, il semble. Elle est où? Jusqu'à présent, en tout cas, elle est partie. Hein. Parce que chez nous, les hommes, les gens intelligents, on les néglige. Dans ces recherches, elle devait maintenant mettre aussi des caméras. Pour que quand quelqu'un brise le feu rouge, qu'on prend la photo de la plaque d'immatriculation. Vous comprenez? Mais c'est resté comme ça. Même en Europe, ça n'existait pas. Des feux de position comme ça. Même à l'Afrique du Sud, je n'ai pas vu ça. Lorsqu'il y a coupure de courant, les robots ne fonctionnent plus. Maintenant, là, peut-être puisqu'ils ont la courtoisie routière, 3 véhicules passent, l'autre aussi attend, il n'y a pas de courant. Mais ça fonctionne même sans courant, parce qu'il y a des batteries. Mais on l'a laissé, il est parti. Vous voyez? Hein? Alors, il faut payer l'intelligence. Chez nous, lorsqu'on est intelligent, on vous néglige même. Vous voyez un peu. On prend très vite. Est-ce que vous aviez connu Kadima au niveau de l'Afrique du Sud? Selon des informations, il a beaucoup essayé un peu d'observer des processus électoraux au niveau de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous l'aviez connu en Afrique du Sud? Vous savez, chez nous, on a une maladie. On croit que les diplômes, c'est les papiers cartonnés qu'on donne à l'école. Mais le vrai diplôme dont il faut parler se trouve dans la tête. Vous pouvez acheter beaucoup de diplômes, cours par correspondance. Vous pouvez fabriquer vos diplômes au cybercafé, mais ça ne se trouve pas dans votre tête. Il ne faut pas nous dire, voilà, il a fait ça. Non, qu'il fasse, qu'on comprenne, qu'on apprécie. Pas, j'étais en Afrique du Sud, j'étais membre de Centre Carter, de Jimmy Carter, non, faites ça, pratiquement, on veut voir ça et puis on va accepter, on va vous apprécier. Vous savez, les gens du Parlement, quand ils votent une loi, ils disent que voilà, pour être candidat député, il faut être au moins gradué. Mon frère, vous savez que, je peux ouvrir une parenthèse. Allons-y. Vous savez que depuis la RDC et RDC, je dis que depuis que la RDC et RDC, permettez-moi la tautologie, des fois, s'il y en a, des fois ça marque l'insistance. Allons-y. Nous avons connu combien de présidents? Depuis 4 depuis que la RDC, oui, Kasavubu, Mobutu, Mouzé, Joseph. Et de ces 5 présidents, il n'y a qu'un seul président qui a un diplôme d'État.
Vous savez ça? De ces 5 présidents, il n'y a qu'un seul. Un seul président. Je ne parle pas de diplôme d'université. Je vous parle du bac. En français, on appelle ça le bac. C'est qui? Le diplôme d'État. Il n'y a qu'un seul président qui a le bac. Même si vous étiez, peut-être, vous avez étudié dans un programme d'anglais, on appelle ça comment? Métrique, hein? N'est-ce pas? On appelle ça métrique. Hein? Donc, parmi ces 5, une seule personne qui a un diplôme d'État. Mais vous condamnez les jeunes à ne pas postuler parce qu'ils n'ont pas de diplôme de graduat. Non, mes frères. Seulement, au lieu de relever les niveaux d'études, pour que les gens se retrouvent, vous les bloquez. Vous bloquez la jeunesse. C'est pourquoi tous les jeunes cherchent à aller à l'université. Or, l'université, c'est pour les génies. Vous savez, en Afrique du Sud, une fille de 18 ans, 19 ans, elle roule carrosse. Elle fait déjà sa vie. Elle te dit, I'm working for the government. Je travaille au gouvernement. Elle travaille à la municipalité. Le pays est organisé, elle peut chercher la voiture, elle peut prendre la voiture à crédit, elle peut prendre une maison à crédit. Elle est chez elle. Mais chez nous, il faut aller à l'université jusqu'à 35-40 ans pour terminer l'université. Vous commencez votre vie à 45 ans, mon frère. Après 5 ans, c'est le déclin déjà. Vous voyez. À ce moment-là, les vieux sont là-bas avec des faux diplômes. Beaucoup sont rentrés avec des diplômes fabriqués dans les cybercafés. J'ai parlé de 5 présidents, il y a un seul qui a un diplôme d'État. Je vais parler de ça dans ma conférence de presse. Alors, c'était Étienne Kabila, parmi les fondateurs de l'Union des nationalistes pour le renouveau. Mais je suis président. C'est le seul parti où il y a de l'alternance. Tous les autres partis, vous allez voir le président qui meurt président. Qui ont commencé est mort président. Papa Tshisekedi est mort président. Gouskar Libon est mort président. On finit par l'actualité. On finit par une question concernant notre héros. Qu'est-ce que vous qui vous disiez matin, midi, soir que vous êtes les fils des musées, qu'est-ce que vous aviez fait concrètement? Non, lui, après la mort. Je ne le dis pas, je le suis. D'abord, je me suis sacrifié pour mon pays. Pendant que, au lieu de faire ma bonne vie, la bonne vie que j'ai menée ici, je m'étais dit mon pays ne peut être dirigé par un Tutsi rwandais. J'ai dénoncé le régime de Joseph. J'ai quitté mon pays. Je me suis battu pour mon pays. Ah, d'accord. Ouais. Donc, j'ai hérité cet esprit-là nationaliste de mon père. J'ai sacrifié ma vie. Parmi les politiciens d'aujourd'hui, parmi les grands leaders, qui est ce leader que vous voyez que non, tiens, lui, il a l'esprit musée en lui? La politique, c'est la mafia d'abord. Oh. La politique, c'est la mafia organisée, bien structurée. Voyez. Il y a un seul président que moi je connais qui a tenu à ses promesses de campagne, c'est Donald Trump. Mais le monde a pris pour un malade mental. Il dit non, c'est un fou, il ne raisonne pas beaucoup. Pourquoi? Parce que lui n'est pas dans la politique. Vous comprenez? Vous allez voir ici après cette émission, je vous dirai, tiens, ne connaît pas la politique. Parce que ça, c'est pas un langage politique. Les politiciens ne disent jamais la vérité. On nous dit que la politique, c'est les mensonges. La politique, c'est aussi les mensonges. Les autres disent que la politique, c'est la démagogie. Vous comprenez? Quand je vois tous ces mondes ici, que vous appelez grands, des grands leaders, ils sont dans la mafia. Oh. Ils sont dans la politique. Ce sont des politiciens. Une mafia bien organisée. Ils viennent au pouvoir pour s'enrichir. Ouais. Tandis que dans d'autres pays du monde, vous allez voir, ce sont les businessmen qui sont les riches. Mais chez nous, au Congo, c'est les membres du gouvernement, les ministres, un député qui touche 21 000 $, il est incapable de défendre 21 000 $. 20 000 $, c'est quoi? Si vous faites quelque chose de bien. C'est rien. Mais vous êtes incapable de défendre cela. Pourquoi? Parce que vous ne faites rien. C'est comme quand Nemba même dit que 80% des députés par exemple dans l'hémicycle était. Alors, on finit l'émission, on vient de nous informer que Salomon, on est en train de transférer Salomon à Ndolo. On a annoncé prison, mais selon des informations, on est en train de les transférer au niveau de Ndolo. Donc, après son audition au niveau de l'auditorat militaire. Donc, vous aurez beaucoup plus de précisions dans les prochaines émissions. J'ai reçu pour vous Étienne Kabila, je pense, diffusion à nos heures habituel, relais YouTube Peter Tiani RDC. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci beaucoup à Étienne Kabila, merci également à toute l'équipe technique. Au revoir. Au revoir.